Bonjour les TSVT1, donc première vidéo sur le chapitre la reproduction chez les angiospermes et notamment sur la fin de notre partie 1 sur les modalités de la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc pour rappel, reproduction sexuée implique les mécanismes de méiose et de fécondation, d'accord? C'est la différence avec la reproduction asexuée. On avait commencé en cours avec des éléments sur l'anatomie de la fleur. Et aujourd'hui, on va reprendre quelques éléments sur cette partie-là et parler du déroulé de la fécondation chez les angiospermes. Donc pour l'organisation générale de la fleur, ça sera en relation avec le TP que vous ferez à la rentrée avec Monsieur Anne. Donc le premier TP qui dure 2 heures, d'accord, qui sera un TP important. Vous ferez des dissections florales lors de ce TP et également vous travaillerez sur d'autres aspects de la structure de la fleur, sur les molécules qu'elle produit. Donc pour ce TP, il faudra absolument la blouse et avoir révisé bien sûr l'anatomie de la fleur. Donc je vous mets ici un petit lien d'une animation, vous pouvez le recopier dans votre onglet ou même ça se fait très bien sur le téléphone. Ça vous permettra de réviser les différentes pièces florales et l'anatomie d'une fleur. On avait déjà vu ensemble, concernant les fleurs, qu'elles sont uniques à chaque espèce. D'accord? Donc chaque espèce présente une fleur. Les pièces florales sont communes, on retrouvera le plus souvent, l'immense majorité du temps, sépales, pétales, étamines, pistils. D'accord? Mais la morphologie de la fleur et sa forme sont uniques et propres à chaque espèce. L'importance de savoir ça, c'est que comme la morphologie et la structure de la plante et la fleur est unique pour chaque plante, ça va être en lien avec les modes de dispersion du pollen et de dissémination des graines. D'accord? L'unicité des structures à chaque espèce est forcément en lien ensuite avec la façon précise et spécifique dont cette fleur-là, cette plante-là se reproduit. Donc ici, premier exemple à gauche avec l'orchidée, d'accord, une fleur imposante, très colorée, qui est adaptée à une dispersion du pollen avec un insecte pollinisateur, une petite abeille que vous voyez disposée ici. Le pollen est millimétrique et est assez gros, et donc le transport par un insecte pollinisateur est cohérent ici. Il y a un lien évolutif entre la morphologie de la fleur, du pollen et le mode de dispersion du pollen. Et à droite, les petites fleurs de graminées, donc ici le blé. Vous voyez des toutes petites fleurs millimétriques qui produisent des tout petits pollens micrométriques. Et donc là, on va plutôt être sur une dispersion par le vent, d'accord. La plupart des allergies au pollen, donc c'est vraiment des allergies notamment aux graminées, d'accord, qui a un pollen très allergène du fait de sa petite taille justement et de son abondance. On va reprendre ensemble la partie sur la formation des gamétophytes. Donc les gamétophytes, ce sont des structures spécialisées dans la reproduction des angiospermes et qui contiennent et protègent les gamètes. Ce ne sont pas les gamètes. Les gamétophytes ne sont pas les gamètes. Ce ne sont pas l'équivalent des ovules et des spermatozoïdes. D'accord? Les gamétophytes, ce sont bien des structures qui vont contenir et protéger les gamètes. Ce serait plutôt un équivalent, en quelque sorte, des gonades ou des follicules et des tubes séminifères. Vous voyez, ce ne sont pas les gamètes en eux-mêmes, mais bien des structures qui vont les contenir. Donc leur existence, évolutivement, elle est liée au fait que la plante, elle a une vie fixée. On l'a vu ensemble, ça impose beaucoup de contraintes, et notamment pour la reproduction sexuée. Les plantes ne peuvent pas se rapprocher les unes des autres pour l'accouplement, la fécondation. Donc il y a bien l'existence de cette structure, le gamétophyte, et notamment le gamétophyte mâle, qui va être transporté d'une fleur à l'autre. Et ce transport, ça implique de passer par le milieu aérien qui est desséchant, d'accord, qui potentiellement est hostile, et donc cette structure du gamétophyte, elle va permettre de protéger le gamète, les gamètes mâles, et de garantir du coup une possibilité de fécondation, même si les plants mères sont à distance l'un de l'autre. Donc le gamétophyte mâle, c'est le grain de pollen. Le grain de pollen, sa structure est la suivante. Donc vous avez ici un schéma d'un grain de pollen, d'accord, un grain de pollen d'Arabinopsis thaliana, qui est une plante modèle, un angiosperme modèle en génétique. Donc on a ce qu'on appelle l'exine, qui est une paroi lignifiée.
lignifiée, on a vu ensemble, polymère de phénol, issu du glucose, qui donne de la rigidité et de la protection. Donc cette paroi lignifiée externe, elle est complétée par une intine, qui est une membrane interne plutôt cellulosique, pareil, polymère de cellulose, paroi, souplesse, élasticité, protection. Et à l'intérieur de ce grain de pollen, on compte là 2 noyaux. Attention, ces cellules ne sont pas directement des spermatozoïdes. En fait, vous en avez une qu'on appelle la plus grande, qu'on appelle la cellule végétative et qui a un rôle en fait plutôt structural, plutôt neutre, d'accord. Mais par contre, cette plus petite cellule en bas, qui est ce qu'on appelle la cellule générative, c'est elle qui, par mitose, va donner les 2 spermatozoïdes. Je m'explique, les noyaux que vous observez ici sont haploïdes, d'accord. On n'est pas sur de la diploïdie. Là, on a vu ensemble que ce sont des spores qui, par méiose, ont donné les cellules qui sont contenues dans le grain de pollen. Donc on n'a que des cellules haploïdes ici, mais par contre, cette cellule haploïde, elle peut très bien subir la mitose. Et donc elle donnera 2 cellules haploïdes qui sont les spermatozoïdes, qui sont les gamètes mâles. Ok ? À droite, argument en synthèse, toujours important de savoir comment on a mis en évidence ces structures. Microscopie électronique à transmission sur le grain de pollen d'Arabinopsis. On reconnaît l'exine avec les ornementations, ok, l'intine à l'intérieur, paroi à l'intérieur, et ici les noyaux génératifs, le plus petit, donc qui est l'équivalent de ce noyau-là à gauche, et le noyau végétatif, le plus gros, qui est l'équivalent ici de ce noyau-là à gauche. Ok ? Donc, petit rappel sur la formation du grain de pollen, pas besoin de connaître du tout ça par cœur. Hein. Le plus important, c'est de se souvenir que c'est une cellule mère, un spore, ce qu'on appelle un spore, qui à l'intérieur des sacs polliniques de l'anther va donner par méiose les spores mâles haploïdes qui sont à l'origine du grain de pollen. Donc la méiose, elle a lieu dans le sac pollinique, dans l'anther, vous avez des spores diploïdes qui donnent des microspores haploïdes, et ce sont ces microspores haploïdes qui évoluent en grain de pollen. Voilà, tout simplement. Donc on voit ici la cellule générative, la cellule végétative, c'est un schéma qui reprend le vocabulaire qu'on a vu précédemment, et en dessous, hop, vous voyez ça, c'est que ce grain de pollen va être capable d'émettre un prolongement lorsqu'il aura atterri sur le stigmate d'une autre fleur, il sera capable d'émettre ce prolongement qu'on appelle le tube pollinique, et c'est via ce tube pollinique que vont circuler du coup les 2 gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. Tout comme les fleurs, les gamètes sont uniques et propres à chaque espèce, donc vous voyez qu'il y a une grande diversité de formes et de tailles de pollen qui sont liées à leur mode de dispersion. Notamment, vous allez avoir ici, par exemple, en œuf, vous avez le pollen du pissenlit, par exemple, donc qui a une capacité qui peut s'accrocher, vous voyez, avec des petits picots. Son exine fait des ornementations en petits picots. Donc le pollen du pissenlit, typiquement, il va s'accrocher facilement aux fourrures des petits mammifères ou aux plumes des oiseaux. C'est comme ça qu'il va pouvoir aussi éventuellement se disperser. Et vous avez aussi le pollen du tilleul en 3, beaucoup plus petit donc là de toute façon on n'a pas des gros grains de pollen sur cette illustration, mais le pollen de tilleul est beaucoup plus petit par exemple que le pollen de l'orchidée, il n'est pas du tout millimétrique. Ici on est sur des pollens micrométriques, et typiquement pollen de tilleul, ça c'est transport par le vent. Donc cette spécificité à chaque espèce de la forme et de la morphologie du grain de pollen, elle permet aussi de faire de la paléonto, parce que les plantes ont évolué bien sûr depuis leur apparition, mais certaines familles de plantes sont déjà très anciennes, et dès lors, si on retrouve dans les sédiments des grains de pollen fossilisés, on peut établir donc des paléo-environnements. Si on retrouve par exemple dans un sédiment de 2 millions d'années de la Courneuve des pollens qui ressemblent à ceux du trèfle, en appliquant le principe d'actualisme et en se disant que le trèfle n'a pas beaucoup évolué depuis 2 millions d'années, on peut en déduire qu'il y a 2 millions d'années, il y avait des trèfles à l'endroit où on retrouve le sédiment. Donc ça c'est très important parce que ça permet à la fois de mieux connaître la biodiversité du passé, mais ça permet également de faire de la climatologie, puisque les plantes ont des exigences climatiques particulières. Le tilleul, par exemple, c'est un arbre de forêt tempéré, un peu légèrement humide. Donc si on retrouve du pollen de tilleul dans des sédiments qui sont aujourd'hui situés en Sibérie, et qu'on date ces sédiments,
On peut alors en déduire que à l'âge de ces sédiments, à l'endroit de la Sibérie, il y avait des tilleuls, et donc que le climat était potentiellement très différent d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a de nombreuses applications à l'utilisation de ces grains de pollen. D'ailleurs, voilà, palynologue, c'est une des branches de la géologie, de la paléontologie, qui est assez florissante, hein, puisque forcément, c'est très riche d'enseignements, et il faut être capable d'identifier les espèces, de compter, de reconnaître. Voilà, donc ça fait partie du domaine de la paléontologie. Le gamétophyte femelle. Le gamétophyte femelle, c'est le sac embryonnaire. On a vu ensemble qu'on peut utiliser ça un peu indifféremment d'ovule. Il y a une petite subtilité normalement entre les deux, mais moi, si vous utilisez sac embryonnaire ou ovule, ça me va très bien. Donc, observation au microscope optique, à la droite, vous voyez que c'est une structure allongée, assez ovoïde, qui elle aussi est constituée de plusieurs cellules, comme le gamétophyte mâle, le grain de pollen. Ce ne sont pas directement les gamètes. Donc ce sac embryonnaire, il est constitué en tout de 7 cellules. Donc 3 cellules antipodales, ici. Une cellule centrale qui a deux noyaux haploïdes. Et 3 cellules à la base, 2 synergides et une oosphère. Et c'est l'oosphère, le gamète. On dit aussi rarement oogone, mais plutôt oosphère. Et c'est cette cellule-là qui est le gamète, à proprement parler. Toutes ces cellules sont haploïdes, mais le gamète, c'est l'oosphère. Comment se forme ce sac embryonnaire? On a vu l'ovule, il est contenu à la base du pistil, d'accord? Et ça va se former exactement comme le grain de pollen. Vous allez avoir une cellule mère des spores, diploïdes, qui par méiose et une succession de mitoses va donner en fait cette structure, ce gamétophyte femelle complètement haploïde, mais qui contient plusieurs cellules, et notamment l'oosphère qui est le gamète femelle. Sac embryonnaire gamétophyte, oosphère gamète. Bon, maintenant qu'on a notre grain de pollen et qu'on a notre sac embryonnaire, la question c'est la pollinisation. La pollinisation, ça va désigner le transport, puis le dépôt du grain de pollen d'une fleur au stigmate, donc au pistil d'une autre fleur. D'accord ? Cette pollinisation, elle peut se faire selon plusieurs modes, selon ce qu'on a vu, la nature, la forme, la structure du grain de pollen. Donc, pour beaucoup d'espèces, la pollinisation est entomophile, c'est-à-dire qu'elle va se faire via des insectes pollinisateurs. Comme on a vu dans la méthodologie du type 2 qu'on a vu ensemble, il y a des pollinisateurs qui sont parfois très très adaptés à la plante qu'ils pollinisent justement. Il y a des phénomènes de coévolution qui peuvent exister. Mais plus généralement, beaucoup de pollens sont transportés via des pollinisateurs. C'est le cas ici, vous le voyez, de la fleur de tournesol. Donc on voit ici une petite abeille couverte de pollen de fleurs de tournesol. Et donc là, elle est en train de se délecter du nectar d'une fleur de tournesol. Et en se déplaçant de fleur de tournesol en fleur de tournesol, elle va transporter du coup le pollen et permettre la fécondation de différentes fleurs. Un autre mode de pollinisation, c'est l'anémophilie, d'accord, pour les pollens qui sont très petits, très légers, comme celui du tilleul, ou encore ici, sur cette illustration, comme celui du bouleau. Vous avez une pollinisation qui se fait par le vent. Voilà. Donc c'est le cas de beaucoup de graminées, et c'est le cas également donc là, du bouleau. Vous voyez que la fleur, en fait la fleur du bouleau, c'est cette longue structure un peu tubulée, là qu'on appelle un chaton de bouleau, et le pollen, il est dispersé en masse, en très grande quantité, par le vent. Donc ce sont les pollens les plus allergènes, plus petits et forcément très nombreux, qui provoquent nos vilaines allergies du printemps. Un encadré dans le polycopier est présent, très important qu'on en parle, puisque forcément, on a vu ensemble la structure de la fleur. Vous voyez que la fleur, elle contient à la fois, pour la plupart des espèces, contient à la fois le pistil, qui est l'organe de reproduction femelle, et les étamines, l'organe de reproduction mâle. Donc vous pourriez carrément me dire, mais madame, en fait, pourquoi s'embêter avec la pollinisation? Pourquoi pas tout simplement, la fleur, elle produit le pollen avec ses étamines, et puis il vient simplement féconder le pistil de la même fleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'autofécondation, d'accord? Cette autofécondation, elle existe. Elle peut exister chez certaines espèces, mais elle est très rare. L'évolution n'a pas sélectionné ce mécanisme-là. Pour quelle raison? Première raison, c'est que l'autofécondation, c'est l'apogée de la consanguinité. C'est-à-dire que l'autofécondation, elle va provoquer du coup la formation d'individus très semblables aux parents. Très 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 semblables aux parents. Et donc pour cela, la fleur, en fait, il y a déjà chez beaucoup d'espèces de plantes,
des mécanismes de reproduction asexués qui permettent de façon plus économique et plus rapide de produire des individus identiques au plan mère. Donc en fait, la reproduction sexuée qui met en place la formation de la fleur, la formation du fruit, de la graine, etc., c'est pas un mode de reproduction dont l'intérêt évolutif réside dans le fait de facilement faire des individus, puisque c'est très coûteux de fabriquer une fleur, c'est très coûteux de fabriquer un fruit. Donc en fait, il a été sélectionné pour ce mécanisme de reproduction sexuée, des mécanismes qui empêchent cette autofécondation. Cette autofécondation qui conduirait en fait à la formation de quasi-clones. Et ça, pour la plante, ça la rend vulnérable. On a vu ensemble que le clonage, en fait, ça rend vulnérable au changement de l'environnement. Parce que si vous avez toute une population de fleurs qui sont issues de fécondation, d'autofécondation dans un champ, il suffit que vous mettiez par exemple un virus dans ce champ qui va être très efficace sur un des plants, et bien si tous les autres plants c'est des clones ou quasiment des clones de ce plan mère, en fait ça décimerait l'entièreté du champ. Donc finalement, l'évolution, en contrepartie de ces phénomènes-là, elle a sélectionné des mécanismes d'incompatibilité, c'est-à-dire qu'il est très rare, voire quasiment impossible, que le pollen d'une étamine d'une fleur féconde le pistil de cette même fleur. Un exemple, vous pouvez en connaître au moins un, c'est l'incompatibilité génétique chez la fleur de tabac, Nicotina specifica. Donc cette fleur, vous voyez, elle va plutôt une pollinisation entomogame. On a une fleur qui est très très colorée, qui va produire voilà, du nectar, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que un des gènes de la plante Nicotina, c'est le gène S. Ce gène S, il existe sous 4 allèles, S1, S2, S3, S4. Les stigmates, donc les cellules du stigmate du pistil, qui sont des cellules diploïdes, vont porter 2 de ces allèles. Par exemple, à gauche, ici, vous avez S1, S2. Et le pollen, produit par les étamines de cette même fleur, ils vont porter au moins un des allèles, enfin un des 2 allèles de la plante, c'est-à-dire soit S1, soit S2. Et ce qui se passe, c'est que si un pollen de la fleur, par exemple un pollen qui porte S1, se dépose donc sur le stigmate S1, S2 de cette même fleur, et bien les cellules du stigmate vont reconnaître la présence de l'allèle S1 et vont empêcher le développement du tube pollinique. Donc en fait il y a une incompatibilité génétique, c'est-à-dire que via la détection d'allèles partagés, la fleur, le pistil de la fleur, refuse que le pollen puisse entrer et féconder ensuite l'ovule. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est plutôt que il faut qu'il y ait un pollen d'un autre pied qui porte un autre allèle, par exemple l'allèle S3. On a vu ensemble qu'il existe 4 allèles en tout. Et alors là, si ce pollen se dépose sur le stigmate, il va y avoir développement du tube pollinique et potentiellement fécondation. Et ça impose forcément que ce soit d'une autre fleur. Voilà. Comment se déroule la double fécondation? Donc la double fécondation, si vous voulez une illustration vidéo rapide, 45 secondes, vous avez cette petite vidéo d'édition Larousse, là, double fécondation végétale, qui est une modélisation 3D et qui permet un peu de voir les choses s'animer, c'est plutôt pas mal. Ça complète bien les schémas que je vous présente maintenant. Donc, siphonogamie. Pourquoi siphonogamie? Siphon, ça évoque le tube. En fait, la siphonogamie, ça désigne le fait que le grain de pollen déposé sur le stigmate de l'autre fleur va émettre un tube pollinique qui va progresser à travers le style jusqu'à l'ovule et plus précisément jusqu'au sac embryonnaire. Donc au niveau du sac embryonnaire, il va se dérouler ce qu'on appelle une double fécondation. Double. Pourquoi double? On a vu ensemble que le grain de pollen contient 2 spermatozoïdes issus de la cellule générative. Donc ces 2 spermatozoïdes vont féconder. Mais ils ne vont pas féconder les mêmes cellules. Je m'explique, le tube pollinique arrive dans l'ovule, pénètre à l'intérieur du sac embryonnaire via une synergide. Et il va émettre dans le sac embryonnaire les 2 spermatozoïdes haploïdes. Un de ces spermatozoïdes va venir féconder, classique, l'oosphère. C'est la fécondation à proprement parler, c'est la fécondation qui va donner le zygote, d'accord, l'œuf embryon, diploïde du coup. Et l'autre spermatozoïde va venir féconder la cellule centrale. La cellule centrale qui, je vous le rappelle, contient 2 noyaux haploïdes. Donc on obtient, après double fécondation, une cellule œuf, ici, 2N, fécondation comme chez les animaux, et une cellule centrale triploïde, N plus N plus N, qui donnera les tissus de réserve de la graine. Donc maintenant qu'on a obtenu notre embryon, qu'est-ce qui se passe?
Comment évolue cet organe de la fleur? Donc, ça correspond au deuxième TP que vous allez faire avec Monsieur Anne. Donc, c'est de la fleur aux fruits. Vous réaliserez des dissections de fruits. Ça vous permettra de prendre conscience aussi de ce qu'est un fruit en botanique. Ça n'a pas la même définition qu'en cuisine, d'accord? Un fruit, c'est la structure issue du développement de l'ovaire, du développement de la paroi de l'ovaire d'une fleur. Donc c'est vraiment, ça recoupe, vous allez voir plein de choses et plein de ce qu'on appelle des légumes, en fait, sont des fruits au sens botanique. Donc vous verrez ça avec ce deuxième TP avec Monsieur Anne. Donc après la double fécondation, d'abord l'ovule. L'ovule qui contient, ou sac embryonnaire, j'accepterai les deux, il se transforme en graine. Donc l'ovule, vous allez avoir donc après la fécondation, le développement en graine. Donc ici, exemple vu en cours, la graine de haricot en coupe longitudinale, d'accord, donc en coupe entre les deux parties qui se détachaient très facilement et qui sont les cotylédons. Donc on voit à l'intérieur en fait de cette graine de haricot la gémule. Donc les gémules, ce sont les petites feuilles embryonnaires, la tigelle qui est la tige embryonnaire et la radicule qui est la racine embryonnaire. Donc ça, vous avez l'embryon de votre petite plantule de haricot là, qui est déjà contenu à l'intérieur de la graine. Autour, vous avez du coup le cotylédon. Le cotylédon, ce sont en fait des feuilles transformées qui vont contenir les réserves. D'accord? Donc c'est les cotylédons qui sont issus en fait du noyau triploïde, qui sont issus de la cellule centrale. Ce sont ces cotylédons qui constituent le tissu de réserve. On a vu ensemble en TP que ces cotylédons, ils contiennent les réserves sous forme d'amidon, polymère de glucose, l'amidon révélé par l'eau iodée. Ici vous avez la graine de haricot colorée à l'eau iodée et avec un temps de pause relativement long, bien plus long que ce qu'on a vu en TP. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la coloration noire, bleu nuit, qui indique la présence d'amidon dans les cotylédons. On a également mis en évidence dans le dernier TP que cet amidon était mobilisable par la plante grâce à la présence de l'amylase. Très important, parce que si les réserves sont présentes mais qu'on ne peut pas les mobiliser, elles ne vont pas pouvoir être mises à disposition de l'embryon. Ensuite, maintenant qu'on sait ce qu'il en est de notre ovule et de notre embryon, qu'en est-il de la fleur? La fleur va se transformer en fruit. D'accord? La fleur va se transformer en fruit. Deux exemples pour vous montrer un petit peu ce développement avec des exemples biologiques, naturels, visuels, d'accord, de cette transformation de la fleur en fruit. Donc à gauche, la fleur de cerisier, à droite, la fleur de coquelicot. À gauche, on voit quoi? On voit donc l'ovaire, par exemple, pour la fleur de cerisier, on voit l'ovaire qui contient l'ovule. Donc l'ovule, on a dit, ovule et sac embryonnaire vont devenir la graine, mais l'ovaire, qui était initialement une paroi très fine, verte, voilà, qui est une petite partie à la base du pistil. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Après la fécondation, cet ovaire la paroi de cet ovaire est en train de s'épaissir. Elle s'épaissit considérablement pendant que l'ovule fécondé donc, se transforme en graine. Et on voit qu'au stade ultime, la paroi de l'ovaire est devenue rouge. Elle s'est beaucoup épaissie, d'accord? Elle s'est même colorée. On a vu que c'était dû à des structures, les chromoplastes, d'accord? Et cette paroi, finalement, elle est complètement différente de la paroi de l'ovaire initial et c'est ce qu'on va appeler le fruit. C'est ce qu'on va appeler le fruit. Et notamment ici, la cerise. Et la graine à l'intérieur, qu'on appelle plus vulgairement le noyau de la cerise, et qui contient du coup l'embryon de la future plante de cerise. Ok? À droite, deuxième exemple avec le coquelicot, pour vous montrer aussi la diversité. De la même manière qu'il y a une diversité de pollen, de la même manière qu'il y a une diversité de fleurs, il y a une diversité de fruits. Donc chez le coquelicot, vous avez beaucoup d'ovules à l'intérieur. En fait, chaque fleur contient un grand nombre d'ovules. Il y avait plusieurs carpelles dans le pistil, et donc chacun contient un ovule, et chaque ovule peut être fécondé. Et la paroi de l'ovaire, qui est aussi fine et verte, au cœur de la fleur. Et qu'est-ce qui se passe? Cette paroi de l'ovaire, elle ne s'épaissit pas, mais elle se dessèche. Elle se lignifie, d'accord? Elle devient assez rigide, assez dure. Et vous avez à l'intérieur plein de petites graines de coquelicot. Chaque graine peut potentiellement donner un nouveau coquelicot. Voilà. Et on va voir que, en fait, cette structure du fruit, ces différentes familles de fruits, ces structures, en fait, sont liées au mode de dissémination de la graine. Là, la cerise, nous, on aime bien manger des cerises, donc en fait, ça va être une dissémination via la zoochorie, via les animaux, d'accord, pour ces fruits charnus, sucrés, qui attirent en fait les animaux, alors que chez le coquelicot, petite graine, pas de fruits sucrés, pas
pas de fruits, pas un fruit très appétissant malgré tout, hein, on va pas se mentir. Vous allez en fait plutôt avoir des fruits qui vont s'ouvrir naturellement, qui vont s'ouvrir et qui vont libérer les petites graines qui vont être plutôt transportées par l'eau ou le vent. Voilà. Donc de la même manière que pour le pollen, vous allez avoir plusieurs modes de dissémination des graines. Petit schéma qui récapitule ce qu'on a dit. Donc l'ovaire se transforme en fruit, l'ovule ou le sac embryonnaire se transforme en graine, les autres parties de la fleur dégénèrent, stigmate, style, étamine, pétale, sépale dégénèrent, d'accord, et le réceptacle et le pédoncule floral deviennent le pédoncule du fruit. Modalité donc de dissémination des graines et de germination, anémochorie, le vent. Là par exemple vous avez des graines de peuplier avec les plumeaux des graines du peuplier. Ces plumeaux, ça correspond à la transformation de la paroi de l'ovaire. En fait, ces plumeaux du peuplier, ce sont des fruits, d'accord? Ce sont des fruits, comme les cerises, comme les pêches, comme la mangue, ce sont des fruits, au sens botanique. Et donc là, on voit un fruit qui est très adapté à l'anémochorie, donc à la dissémination par le vent. Ici, petite baie avec un merle qui est en train de consommer ses baies, exactement comme la cerise. C'est zoochorie, donc dissémination de la graine via un animal qui va consommer le fruit et qui va en fait émettre la graine via ses déjections à un autre endroit, plus loin, d'accord? Donc pour l'oiseau, il va consommer le fruit sur la branche, il va se déplacer, et puis 48 heures plus tard, il va émettre des fientes qui contiendront les graines qui auront résisté à la digestion, et donc ça disséminera en fait les graines plus loin de la plante mère. Et dernier mode de dissémination, hydrochorie, donc transport par l'eau. C'est l'exemple de la noix de coco et c'est aussi l'exemple du fruit du nénuphar jaune. Voilà un petit exemple original que je voulais vous trouver. Donc le fruit du nénuphar jaune est transporté via l'eau. Voilà, ce qui est cohérent avec aussi le mode de vie du nénuphar, qui est une plante subaquatique. Une fois que notre graine elle est déposée, germination. C'est-à-dire, cette graine, comment elle va donner une nouvelle plante, une nouvelle plantule. Donc la germination de la graine, elle va être contrôlée par un facteur très important, c'est l'hydratation. C'est-à-dire que les graines, ce sont des organes secs. Le noyau, elles sont protégées par un noyau, elles sont protégées parfois par des enveloppes, etc. Ce sont des organes plutôt secs à la base. Et ce qui va déclencher en premier lieu la germination de la graine au nouvel endroit où elle a été disséminée, ça va être la présence d'eau. C'est ce qui fait que parfois vous avez des graines de certaines plantes qui durent tout l'hiver avant de germer. Ce sont des organes de résistance, ce sont des organes de protection, de réserve. Et donc, la plante, il y a eu une sélection de cette nécessité de l'hydratation de la graine pour germer, qui est liée en fait à forcément ce que la plante se développe à nouveau dans des bonnes conditions une fois que la belle saison est revenue, puisque forcément l'hydratation elle nécessite qu'il y ait de la pluie, et ça c'est le retour du printemps, le retour des beaux jours et de conditions propices au développement de la plante. Donc ici à gauche, développement d'une plantule de haricots. D'accord, on voit quoi? On voit qu'en premier lieu, c'est une radicelle qui va se développer. Donc les racines se développent avant les feuilles. Comment la plante peut-elle faire ça alors qu'elle n'a pas de feuilles pour réaliser la photosynthèse et produire son glucose? C'est grâce au tissu de réserve que la graine contient. On a vu ensemble l'amidon, par exemple, chez la graine de haricot, l'amidon contenu dans les cotylédons. Donc développement des radicelles, des racines, développement d'une petite tige, la tigelle. Hop, ensuite développement, donc les cotylédons ici qui apparaissent et qui vont libérer les premières feuilles, les premières jeunes feuilles. Et en fait, vous avez ensuite développement des premières feuilles et croissance de la jeune plantule. Donc ça, si vous voulez, donc ça c'est une belle illustration en image, hein, mais si vous voulez un petit peu un argument en synthèse pour montrer les étapes, l'ordre des étapes dans la germination, ce graphique il est pas mal. On a l'évolution de la masse sèche en grammes et de la surface des feuilles formées en centimètres carrés au cours du temps après l'hydratation des graines. Donc on le voit bien que c'est à partir de l'hydratation, ça ne se fait pas avant, il faut qu'il y ait hydratation des graines pour qu'on ait une croissance de la plantule. Là c'est la courbe en orange, donc on a une croissance de la plantule qui se matérialise par l'augmentation de sa masse sèche, mais cette croissance de la plantule elle se fait au détriment d'une décroissance des cotylédons, et en fait cette décroissance elle correspond à la mobilisation des réserves d'amidon dans le cotylédon par l'amylase, qui permet en fait de donner le glucose aux autres parties de la plante qui leur permettent de se développer, les radicelles, les tigelles, les premières feuilles. D'accord? Et une fois que la plantule est suffisamment développée, et notamment qu'elle a développé ses premières feuilles, elle devient
autonome, autotrophe pour sa production de matière organique. Voilà. La surface des feuilles formées, elle augmente de façon importante après 30 jours. Donc vous voyez que ça nécessite un certain temps quand même que les feuilles se mettent en place et que la plante soit réellement autotrophe et ne dépende plus des réserves de sa graine. Voilà pour cette première vidéo. Donc on se retrouve pour la seconde vidéo qui sera bien plus courte sur la reproduction asexuée chez les angiospermes. Donc pour cette seconde vidéo, vous avez absolument besoin de vous munir de votre polycopier de cours qu'il faudra compléter au fur et à mesure. Voilà, merci beaucoup.